Et notre invité de ce vendredi soir, c'est donc Aymeric Caron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et fondateur de la Révolution écologique pour le vivant, député de la 18e circonscription de Paris et membre du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. On est ravis de vous accueillir avec Gilles, Émilie et Karl pour vous poser bien sûr des questions sur l'actualité qui a marqué ces derniers jours et notamment ces images, Aymeric Caron, ces déplacements qui se sont multipliés du président de la République et notamment de ses ministres. Alors, le contact est parfois compliqué, mais au moins il existe. Oui, il a le mérite d'exister d'une certaine manière. On voit surtout que désormais, dès que Emmanuel Macron tente de faire une sortie à l'extérieur, il est confronté aux Françaises et aux Français qui ont envie de lui dire ce qu'ils pensent et donc toute cette insatisfaction par rapport à la manière dont il a mené la réforme des retraites, mais pas que. On voit bien que c'est également la manière dont il parle des sujets dont il s'empare, c'est-à-dire avec une forme de mépris absolu justement pour ce que souhaitent et veulent les Français. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les derniers sondages d'opinion le donnent, je crois, à 26% de satisfaits, quelque chose comme ça, ce qui est l'un des Effectivement, le dernier sondage scores. de RTL, 26% qui est sorti aujourd'hui. Mais là, par exemple, lorsque vous voyez ces images et ces échanges, vous voyez encore un président méprisant? Bon, il n'y a pas une volonté d'apaisement aussi à travers la multiplication de ces déplacements? Je crois qu'il faut cesser avec les éléments de langage. Volonté d'apaisement. En fait, il s'en fiche complètement d'apaiser. Il ne veut pas apaiser, lui, il veut juste imposer. Apaiser, imposer, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il essaie de se livrer à des exercices de communication. C'est votre interprétation des faits. Lorsque vous dites c'est un président méprisant, ça peut aussi paraître je vous confirme que c'est bien mon interprétation. Étant interrogé, je vous donne en effet mon sentiment, mon ressenti. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de volonté de dialogue. C'est pas une volonté de dialogue. Il va dans des endroits dans lesquels il espère pouvoir encore refaire le coup qu'il a fait de temps en temps, notamment lors du premier mandat, c'est-à-dire aller se confronter. Et comme il avait, parce que je pense qu'elle est en train de s'effacer, de s'étioler, une capacité à paraître sympathique, à paraître ouvert dans un contact direct avec les gens. Il compte encore là-dessus. Il n'a pas compris que même ça, c'est terminé. C'est-à-dire que je crois qu'il est devenu assez insupportable aux yeux des gens et que lorsqu'il essaie de se livrer à cet exercice qu'il aime, c'est-à-dire aller dire 2-3 mots. On n'est pas dans le dialogue là. On est vraiment dans un truc de com qui consiste à dire regardez, je vous fais un sourire, je vous écoute. On voit bien que, c'est pas du tout la volonté d'essayer d'expliquer ce qu'il fait, d'essayer d'entendre ce qu'on a à lui dire. On n'est pas du tout là-dedans. En tout cas, vous appelez ceux qui s'opposent à cette réforme des retraites à faire ce qu'ils ont fait, par exemple, cette semaine, à suivre chacun des déplacements du président de la République ou chacun des déplacements des ministres pour faire en sorte que ça se passe mal, pour faire du bruit, pour se faire entendre. Ça doit passer aussi par cela, la mobilisation durant ces prochaines semaines. Ça dépend ce qu'on entend par pour que ça se passe mal. Vous savez, les Français qui sont mécontents en ce moment, ils ne souhaitent pas que ça se passe mal en France. C'est tout l'inverse. Ils pensent que c'est la politique d'Emmanuel Macron qui provoque le chaos actuel. Donc, quand les gens vont l'accueillir... Ça se passe mal, je dis faire en sorte de perturber les déplacements du président. Dire autre chose, faire en sorte de se faire entendre. Je crois qu'on est face à des gens... Le bruit, c'est symboliquement, c'est très fort. Pourquoi pensez-vous qu'il y a les casseroles, qu'il y a du bruit ? C'est se faire entendre, être écouté. Nous sommes là. Vous faites semblant que nous n'avons pas de voix. Tout ce qu'on a pu dire dans les sondages, tout ce qu'on a pu dire depuis des mois, dans les très nombreuses manifestations que nous avons faites, où nous étions extrêmement nombreux. Vous faites semblant de ne pas le voir, de ne pas l'entendre. Eh bien, nous allons vous rappeler, nous existons. Ça vous plaît, ça, l'idée des casseroles ? C'est sympathique, ouais. Oui, c'est sympathique. Ça aurait pu être une autre idée, mais celle-ci, Suite des Gilets jaunes. Oui. Alors justement, puisqu'on en parle, on va voir tout d'abord le nombre de ministres qui étaient déployés sur le terrain, au-delà du président de la République, puisqu'ils sont un certain nombre à s'être déplacés. Olivia Grégoire, le ministre du Travail, il y avait aussi la Première ministre, évidemment, la ministre de la Culture, le ministre de la Santé, lui qui était en Seine-Saint-Denis, qui lui non plus n'a pas échappé aux casseroles. Et voilà donc ce que ça donnait en termes de bruit sur le terrain. Sur les casseroles. Oui. J'ai deux petites questions. Vous dites que le président de la République n'a pas de volonté de dialogue quand il va là, mais on la sent pas très forte, la volonté de dialogue des gens qui tapent sur leur casserole. Ça pose aussi un problème ou pas, pour vous ? Je crois que vous parlez à la fois soit de Français qui ne sont pas forcément syndiqués, soit de représentants syndicaux qui sont donc présents. Il y a aussi des Françaises et des Français qui simplement se sentent concernés sans avoir forcément milité dans
tel ou tel parti jusqu'à présent et qui ont envie de manifester leur mécontentement. Je crois que toutes les personnes que je viens de vous citer ont tenté de dialoguer ces derniers mois, par un biais ou par un autre. Mais plus maintenant. Pas plus maintenant. Je pense que c'est un appel justement à être entendu et à faire en sorte de recréer un dialogue qui en réalité n'a jamais vraiment existé. Mais vous comprenez bien que là, ce sont des manifestations bon enfant. On ne va pas les raconter que les casseroles créent le chaos dans le pays. On voit bien que ce sont des signaux d'alerte. De dialogue. Mais vous, comment vous réagiriez si, à chaque fois que vous vouliez aller dans votre circonscription, vous déplacer, vous étiez harcelé par des gens qui tapaient sur des casseroles? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Même s'il s'agissait de discuter et d'échanger avec ceux qui ne partagent pas vos convictions sincèrement, politiques. Pourquoi ça vous fait rire? La question est assez amusante parce que c'est pas grave. C'est-à-dire que vous me posez cette question comme si c'était quelque chose de dramatique qui arrivait tout à coup aux représentants du gouvernement. C'est pas dramatique. Franchement, je dis pas que c'est dramatique. Je dis que c'est juste bizarre dans une conception de dialogue. C'est tout. Non, quand on veut parler, vous savez, ça peut arriver quelqu'un à qui vous essayez de parler. Vous essayez de parler avec une voix douce, calme, normale. Et cette personne vous tourne le dos. Et puis, vous y reprenez à plusieurs fois. Puis à la fin, vous allez faire du bruit. Vous allez crier « Oh, tu m'entends ?» Voilà, c'est symboliquement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, si moi, j'allais dans ma circo et qu'à chacun de mes déplacements, il y avait des gens avec des casseroles ou autres, je m'interrogerais. Mais donc pour vous, je me remettrai en question. Pour vous, c'est presque anecdotique en fait l'utilisation de ces casseroles. C'est bon enfant. Non, c'est symboliquement très bien joué. Oui, c'est symboliquement très bien joué. Sauf que certains parlent de quelque chose qui va au-delà. Peut-être on parlait des gilets jaunes à l'époque et de la volonté de se faire voir avec ces gilets d'une couleur particulière. Là, il y a la volonté de se faire entendre. Est-ce que c'est peut-être aussi le début de quelque chose de nouveau ? Peut-être. En tout cas, je le souhaite. Je souhaite que ce mouvement perdure, qu'il s'étende, pourquoi pas. Et effectivement, je serais très heureux de constater que les ministres, les représentants du gouvernement, le président lui-même aient de plus en plus de mal à se déplacer pour bien qu'ils comprennent l'état d'esprit de ce pays qui semble leur avoir échappé. C'est pas un peu antidémocratique d'empêcher... Oh non, moi je pense que la démocratie, c'est justement de permettre... D'empêcher des gens qui ne sont pas d'accord avec vous d'aller sur le terrain et de pouvoir parler ? Ils peuvent y aller, simplement ils constateront que leur déplacement ne sera pas forcément aisé ou facilité. Moi, la démocratie, j'adore la démocratie. Vraiment, je suis amoureux de ce concept qui est tellement malmené dans notre pays. Et par notamment, pas par les casseroles, justement. Si jamais c'était malmené la démocratie que de taper sur une casserole, c'est que ça irait. Non, par le fait, je vais pas refaire toute la liste que vous connaissez par cœur, le fait que nous, parlementaires, nous n'ayons plus voix au chapitre sur des textes cruciaux, fondamentaux que nous aurions rejetés, sur le fait que les sondages ont beau dire, répéter, expliquer que 8 à 9 Français sur 10 rejettent tel texte, là encore, on fait comme si ça n'existait pas. Enfin, voilà, vous connaissez, vous voyez très bien ce qui se passe à l'Assemblée depuis des mois. La démocratie est très abîmée. Quand on empêche des manifestants de s'exprimer, quand on fait des les sondages, Aymeric Caron, vous pouvez parler de ce qui se passe à l'Assemblée, mais les sondages, si un président de la République commençait à fonctionner... Vous savez, cette histoire des sondages qu'on ne doit pas suivre, il faut quand même être... Vous n'êtes pas d'accord avec ça, franchement ? Vous pensez Si, je suis d'accord pour dire qu'on ne va pas gouverner uniquement en fonction des sondages. En revanche, lorsque des sondages vous disent quelque chose qui est extrêmement significatif, qui exprime l'opinion de 8 à 9 Français sur 10, et qu'on dirige un pays, on ne peut pas s'en affranchir non plus complètement, il ne faut pas se moquer du monde. Et quand je parlais de démocratie abîmée, c'est par exemple aussi dans la capacité justement à manifester. Lorsqu'aujourd'hui, on veut exprimer son désaccord et qu'on risque de se retrouver en garde à vue, simplement parce qu'on était dans la rue, alors que c'est illégal d'arrêter quelqu'un pour ce motif, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, tout est fait pour empêcher même l'expression du mécontentement. Et c'est là que moi je suis inquiet pour la démocratie, pas quand on tape sur une casserole. Et vous parliez aussi de la manière dont ça s'est passé à l'Assemblée. En l'occurrence, il y aura des casseroles à l'Assemblée. Les députés de la France Insoumise vont amener leurs casseroles à l'Assemblée. Non, mais pourquoi pas ? C'est dans les tuyaux ? J'en ai pas entendu parler. Je sais que quand on brandit simplement un papier ou qu'on chante l'hymne national, on est sanctionné. Alors des casseroles, à mon avis, ce serait le cas également. Bon, c'est pas ça qui nous ferait peur, remarquez. Revenons sur les annonces quand même, et on va parler dans un instant de la suite de la mobilisation, mais il y a quand même des annonces qui ont été faites lors de ces déplacements, en l'occurrence qui se sont multipliées cette semaine du gouvernement. Alors il y a eu la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, il y a eu aussi l'augmentation des salaires pour les profs, ça a été annoncé par le président de la République avec le ministre de l'Éducation nationale, c'était hier, la prolongation du bouclier tarifaire pour l'électricité, ou encore la réduction du délai pour obtenir ses papiers d'identité. C'est Noël, hein. Ça a été porté par la première ministre. Non, c'est pas formidable ?
Écoutez, il y a des choses qui sont pas mauvaises dans la liste que vous venez de faire. Il y en a d'autres qui, en revanche, sont là encore purement des effets d'annonce. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous dans ce que je viens de citer, par exemple ? C'est très compliqué à dire. Attendez, il faut que je reprenne toute la liste. Moi, ce qui m'ennuie, c'est par exemple les salaires des enseignants. Je crois qu'il y a une énorme déception du côté, bien sûr, des syndicats qui l'ont largement exprimé, puisque ce sont des primes, en réalité, qui pourront être extrêmement faibles, notamment pour ceux qui travaillent depuis longtemps. On est très, très loin de la promesse qui avait été faite de la part de Macron en termes de revalorisation, et très, très loin encore, même avec cette petite augmentation, de nos voisins européens. La fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, ça vous a plu ? Bah oui, ça c'est une bonne nouvelle, oui. Ouais. Oui, effectivement, ça c'était un peu. Le bouclier tarifaire donc c'est bien que ça saute. Le bouclier tarifaire pour l'électricité. Est-ce que globalement, ça n'est pas la preuve, quoi que vous pensiez en ce moment de ce gouvernement, qu'il entend malgré tout la colère et l'inquiétude des Français et qu'il essaie aussi de s'occuper du pouvoir d'achat et qu'il a bien compris qu'il ne s'agissait pas uniquement des retraites, que c'était bien plus large que ça, cette contestation? Non. Mais elle est plus large que ça parce qu'elle le concerne lui directement. Donc là, on a tout un petit panel de mesures, voire de mesurettes qui vont pas changer fondamentalement le quotidien des Français, même si je suis prêt à dire qu'il y en a certaines qui sont pas mauvaises, effectivement. Le fait qu'il faille 2 fois moins de temps pour obtenir des papiers d'identité, c'est très bien. Ce qui est pas normal, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le fait qu'il faille attendre 3 mois, 4 mois pour avoir des papiers d'identité. Donc c'est bien si on peut résoudre cette anomalie. Mais franchement, les urgences sont telles que là, c'est des pansements sur une jambe de bois, très honnêtement. Mais alors justement, la crise écologique, par exemple, qu'est-ce qui est annoncé de fort, de massif pour vos pouvoirs d'achat? Là encore, c'est pas structurel. C'est une fois de plus des petites aides ponctuelles. C'est pas ça que veulent les Français aujourd'hui. Mais alors justement, est-ce que ça veut dire, là, on voit que le gouvernement reprend la main avec des annonces panier de Noël ou pas, mais en tout cas, il occupe le terrain là-dessus. Je précise que la Première ministre doit prendre la parole la semaine prochaine pour dévoiler sa feuille de route et il y a notamment des prochaines semaines, avec notamment au cœur de cette prise de parole, la transition écologique, la planification écologique. Oui, j'attends de voir. Mais est-ce que ça veut dire que tout le travail que vous avez fait à la NUPES, avec les motions de rejet, les motions de censure, des propositions qui n'ont pas abouti, finalement, ça n'a pas encore porté ses fruits, ou en tout cas, ça n'a pas porté ses fruits, puisque finalement, ce qu'on entend le plus, à l'heure actuelle, c'est le gouvernement. Vous n'avez pas réussi à rentrer dans cette fenêtre de tir que représente la mobilisation et toute cette opposition à la réforme des retraites et plus globalement, comme vous l'avez dit, à la politique économique d'Emmanuel Macron. Ça prend pas la NUPES sur le plan des idées. Et vous avez parlé, l'écologie, on n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que ça crante pas? Pour reprendre les expressions de J'ai pas ce sentiment. Je crois au contraire que les idées qu'on prône sont en train de gagner vraiment la bataille aujourd'hui. Comme quoi? Justement, notre rapport au travail. Enfin, l'idée quand même qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, si c'est pas une idée de la NUPES. Aujourd'hui, même les Républicains se sont ligués contre ce projet de réforme des retraites. Oui, alors c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. L'idée de travailler plus longtemps, ils sont plutôt pour. N'empêche que les principaux opposants à cette réforme des retraites, c'était la NUPES. Et politiquement. Et aujourd'hui, aussi, cette idée, la question qu'il faut arrêter de dire aux gens travailler plus, c'est l'ADN du programme de la NUPES. Donc cette idée-là, elle est en train aujourd'hui de prendre de plus en plus de place dans la société. Le résultat est quand même... Alors, si nous avions un gouvernement qui était démocrate, eh bien tout simplement, aujourd'hui, le texte ne serait pas passé. Donc voilà, nous aurions pu retoquer la réforme des retraites. Simplement, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque comme vous le savez, tous les outils ont été utilisés pour faire en sorte que ce ne soit pas... C'est quoi, un gouvernement autocrate? C'est en ces termes-là qu'il faut en parler? Vous savez, il n'y a pas que moi qui le dis, mais oui, c'est un terme aujourd'hui qui commence à s'imposer dans le débat. Il y a beaucoup d'observateurs. C'est un gouvernement, oui, qui tend effectivement à devenir autocrate, en effet, en tout cas à devenir violent dans sa manière de procéder, bien sûr. Sur la suite de la mobilisation, ce soir, la CGT Énergie annonce dans un communiqué 100 jours d'action et de colère et dit l'heure est loin de la résignation. Le communiqué parle de grévilla avec des perturbations énergétiques lors des déplacements de l'exécutif à prévoir et ajoute en mai: fais ce qu'il te plaît, le Festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le Festival d'Avignon pourraient se retrouver dans le noir. On ne lâchera rien. Vous cautionneriez ça, le Festival de Cannes dans le noir ou le Festival d'Avignon? Vous êtes pour? Vous dites oui, allons-y? Ça ne me gênerait pas. Je veux dire, dans le climat qui est le nôtre, il faut quand même comprendre ce qui est en train de se passer, l'exaspération, la misère, le nombre de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, le nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à étudier convenablement.
l'état de nos services publics, de nos hôpitaux, qui sont dans un délabrement absolu. Bref, vous le savez, tout ça. Alors, à côté, je dois avouer que le Festival de Cannes, qui est un festival de la paillette, un festival quand même du privilège, je dois avouer que c'est vraiment pas ma priorité. Donc si tout à coup, un événement comme celui-ci devait être perturbé, honnêtement, ce ne serait pas extrêmement gênant pour l'avenir de notre pays. Le Roland-Garros, le Festival d'Avignon, le théâtre, la culture, le sport, c'est important, ça compte aussi. C'est pas juste des paillettes. Bon, pas que. Vous me parliez du Festival de Cannes. Je vous ai répondu sur le Festival de Cannes. Après, je peux les lister un par un et je peux faire une liste. Ça oui, ça non, ça vaudrait mieux pas. Si c'est le off du Festival d'Avignon, on va pas le perturber. Enfin, je sais qu'on voit pas bien le rapport avec la réforme des retraites. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous pénalisez des Français qui pourraient aimer le cinéma, le théâtre et le sport, mais pas le gouvernement. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas. Si jamais le Festival de Cannes n'a pas lieu, il n'y a pas beaucoup de Français qui seront pénalisés dans ce pays. Le Festival d'Avignon, par rapport à l'amour du cinéma, ils pourront continuer à aller regarder des films, à aller en voir. On privilégierait déjà. J'ai l'impression qu'à Libye.com, ça a fait plus de 2,5 millions d'entrées. Je crois qu'il y a pas mal de gens. Je ne vais pas faire de pub pour des films. Enfin, il y a des gens qui vont au cinéma. Vous savez, Avatar. Attendez, vous m'avez 15 millions de. Soit je me suis mal fait comprendre, soit vous détournez mon propos. Alors allez-y. Mais le cinéma, bien sûr, je veux qu'on encourage le cinéma. Je vais vous parler du rendez-vous très élitiste que représente le Festival de Cannes. C'est autre chose. Les gens peuvent continuer à aller voir à Libye.com au cinéma ou d'autres films. Il n'y a aucun souci, c'est très bien. Il faut encourager le cinéma, il faut encourager tous nos artistes. On parlait là de cet événement très particulier qui est un événement élitiste. Parce que moi, c'est pas anecdotique sur les festivals. Parce que c'est anecdotique, comme vous le dites très bien. Mais est-ce que si cette contestation n'a pas fonctionné, c'est parce qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? La contestation, les grèves, etc. Ça fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. La preuve, c'est que le texte est passé contrairement. Parce que le pays n'a pas été bloqué. Ça, c'est votre interprétation. Non, le pays a été bloqué. On n'a pas vu une telle mobilisation depuis je ne sais combien. Jusqu'au bout. Posez une question et vous répondez ensuite. Jusqu'au bout. Merci beaucoup. Parce que le pays n'a pas été bloqué. Il n'a pas été bloqué parce que précisément les cheminots, parce que précisément la CGT Énergie, parce que les raffineries n'ont pas été bloquées. Pourquoi ? Parce que tous ces régimes spéciaux n'ont pas été remis en cause par le gouvernement. Et on a le sentiment que, puisque les régimes spéciaux n'ont pas été remis en cause, finalement, pas si solidaire à la fin, et le pays n'a pas été bloqué. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de stratégie là ? Je ne sais pas si c'est une erreur de stratégie. Vous savez, contrairement à ce que vous dites, je crois qu'il y a une énorme mobilisation et que cette mobilisation, elle est toujours présente. Intersyndicale, on a une intersyndicale qu'on n'avait pas observée depuis je ne sais combien de temps. Et puis après, il y a un problème qui est malheureusement très présent, c'est que faire à la grève, ça coûte cher. Ça coûte à ceux qui la font. Et que donc, effectivement, ça c'est un moyen de la combattre, la grève. C'est de faire en sorte qu'on n'y répond pas, et on attend que ça s'épuise pour des raisons financières. Alors justement, précisément, puisque ce qui nous intéresse, c'est la suite de la mobilisation. Donc vous avez dit... perturber les déplacements des ministres et du président de la République, oui, pourquoi pas. Perturber les festivals comme le Festival de Cannes ou Roland-Garros ou le Festival d'Avignon, oui, pourquoi pas. Au-delà de ça, vous misez sur quoi en attendant le 1er mai, qui sera donc la prochaine journée de grande mobilisation ? C'est loin le 1er mai. C'est loin et c'est court, le temps est très relatif. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça fait des mois maintenant que ça dure. Et vous voyez bien qu'évidemment, il y a un petit épuisement parfois numérique dans la mobilisation, et c'est tout à fait logique, parce que les gens sont fatigués, parce que les gens n'ont pas toujours les moyens de se mobiliser. Mais je crois que ce qu'on voit, c'est un mouvement qui est en train de s'écrire en profondeur d'un rejet de ce que fait Emmanuel Macron, de sa manière de gouverner. Alors bien évidemment, le point central, c'est la réforme des retraites, mais vous l'avez bien compris, il y a beaucoup d'autres choses qui s'expriment derrière. Donc, on suit le destin de cette loi qui, effectivement, qui est passée, qui a été promulguée, ainsi de suite, mais qui peut encore être abandonnée. Donc ça, c'est toujours quelque chose auquel on croit. Et donc, cette mobilisation est un des éléments qui peut permettre l'abandon de cette loi, le fait qu'elle ne soit pas appliquée. Et puis, il y a tout le reste. Le référendum d'initiative partagée, oui, ça, on va voir. Potentiellement, avec une prochaine décision du Conseil constitutionnel le 3 mai. Est-ce que vous vous concentrez là-dessus ? À titre personnel, non. Alors, à titre personnel, justement, vous misez plus sur quoi, vous ? Sur les manifestations dans la rue ? Elles sont très importantes, ces manifestations. Donc, bien évidemment qu'on attend cela. On suit les mouvements de protestation, de perturbation que vous avez exprimés. En revanche, je ne suis pas devin. Donc, je ne suis absolument incapable de savoir combien de temps ce mouvement va pouvoir durer et l'effet qu'il aura à la fin. Moi, j'aimerais miser sur la raison de ceux qui nous gouvernent. Malheureusement, je suis assez pessimiste également sur ce point.
Mais surtout qu'avant d'être député, de vous engager dans la vie politique, vous l'avez aussi commenté et analysé. Oui. On est d'accord, vous et moi, que vous ne croyez absolument pas au fait qu'Emmanuel Macron renonce à cette réforme. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il peut vous toujours. Y croyez ? Oui, je pense qu'il peut encore y renoncer. C'est justement s'il y a une multiplication des blocages, s'il arrive à prendre la mesure de la détestation qu'inspire sa politique. Vous voyez, je ne vais même pas faire un commentaire personnel, même si son comportement lui aussi pose question. Mais en tout cas, que sa politique inspire ce rejet. S'il arrive à en prendre conscience, s'il arrive à prendre conscience notamment par tous ces déplacements qui deviennent quasi impossibles, que les Français ne veulent plus de ça et ne vont pas supporter ça pendant 4 années encore. Moi, je crois que... Mais... Vous savez, quelqu'un comme Jacques Attali, qui n'est pas un membre de la France insoumise. Non. Bon, lui-même conseillait à Emmanuel Macron, il y a 15 jours, 3 semaines, de retirer son texte. quand même. Voilà, donc il y a plein de gens aujourd'hui, ça commence quand même à être unanime. Mais qu'est-ce qui serait l'élément déclencheur ? Rosan Vallon, il y a quelques jours, dit voilà, on est dans une crise démocratique inédite dans notre pays, ce sont des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être des anti-Macron primaires, ainsi de suite. C'est que quand même, il y a un souci. Donc il y a quand même, le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est que Emmanuel Macron lui-même et ceux qui l'entourent acceptent à un moment d'ouvrir les oreilles. Et qu'est-ce qui le ferait changer d'avis ? Parce que pour l'instant, on voit bien le message. Le message, c'est je n'écoute pas. Est-ce que l'usure, elle se fera plutôt du côté des manifestants ou est-ce qu'elle se fera plutôt gouvernement ? Moi, je crois que c'est plurifactoriel, multifactoriel. Donc, je pense que c'est plusieurs choses. C'est effectivement la colère qui s'exprime physiquement, vocalement dans le pays. Et puis peut-être qu'un entourage pourrait... l'éveiller à ce qui se passe vraiment dans le pays. Vous parlez beaucoup du président de la République, beaucoup moins d'Elisabeth Borne, la première ministre. Vous avez raison, c'est inconscient, c'est pas voulu. Elle doit prendre la parole la semaine prochaine, elle est censée présenter la feuille de route pour les prochaines semaines. Vous en attendez quoi ? Rien. Rien du tout ? Non. Même lorsqu'il s'agit de transition écologique ? Je la croise souvent... à quelques mètres lorsqu'elle vient nous annoncer qu'on va avoir un 49-3. Enfin, elle traite les parlementaires avec tellement de mépris, même dans sa manière de s'adresser à nous, de nous toiser, de nous expliquer que la violence qu'elle nous applique est une douceur et que c'est nous les violents, et ainsi de suite, que non, je n'attends strictement rien d'elle, d'autant qu'on sait qu'elle décide de rien, ou de presque rien. Comment ça va se passer, là, la reprise des débats à l'Assemblée? Vous allez arriver plus remonté que jamais. Vous allez ferrailler sur chaque texte. Oui, on va être extrêmement présent, comme on l'est d'ailleurs depuis 10 mois, je crois, maintenant. On est extrêmement actif. Je crois la NUPES, et c'est d'ailleurs pour ceux qui auraient un doute, qui parfois croiraient à la propagande gouvernementale selon laquelle la France insoumise et le RN, voilà, ces miroirs, ce sont deux partis d'agitateurs qui... Bon, ça n'a aucun rapport, bien sûr, sur le plan idéologique. On n'a aucun rapport idéologiquement avec le RN en tant qu'opposition, mais en tant qu'opposition, la France insoumise et la NUPES, bien sûr, de manière plus large, on travaille énormément. On est présent tout le temps, sur tous les textes, etc. Là où le Rassemblement national, à l'Assemblée, n'existe quasiment pas. Sur les retraites, on ne les a pas vus. Mais sur le résultat, leur stratégie est plus payante, a priori. En tout cas, si on voit dans les sondages et par rapport à l'absence dans les débats ou dans les commissions au niveau de l'Assemblée, finalement, ils sont très discrets et ils récupèrent des points. Vous avez raison. Est-ce que vous, l'obstruction, finalement, c'est pas très efficace ? Je crois qu'il ne faut pas caricaturer non plus aussi la stratégie. Il y a eu effectivement 1 ou 2 journées... qui, oui, très clairement, était du blocage pour empêcher d'aller à l'article 16. C'était une stratégie. On peut considérer qu'elle n'a pas été bonne, mais ce n'est pas du tout la manière dont nous travaillons quotidiennement à l'Assemblée. Là, c'était dans des circonstances extrêmement précises et particulières, mais en réalité, nous sommes force de proposition sur absolument tous les textes. Et donc, nous pensons vraiment qu'on est dans un moment de bascule politique dans ce pays, et que la NUPES peut gouverner demain parce que le pays y est prêt. C'est-à-dire que le pays attend aujourd'hui une politique qui ressemble à celle que nous avons à proposer. Et ça, nous en sommes absolument persuadés. La NUPES avec qui pour la diriger? Allons-y. On a un peu des noms. Clairement, il y a des noms qui sortent en ce moment. Allez-y, dites-moi, je vais vous faire... Il y a un sondage, il y a un sondage ELAB qui... Il y a un sondage, il y a un journal aussi qui a consacré sa une, en l'occurrence à ce personnage, le voici, François Ruffin, et effectivement un sondage... qui est un sondage ELAB qui est très intéressant parce que... Pardonnez-moi. Auprès des Français, la personnalité qui serait préférée entre
entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. C'est François Ruffin, 59% contre 33% à Jean-Luc Mélenchon. Et auprès, cette fois-ci, de votre électorat spécifique, électorat gauche et écologique, c'est 53% pour François Ruffin et 46% plutôt pour Jean-Luc Mélenchon. Alors la question, elle est simple. Vous êtes plutôt François Ruffin, vous êtes plutôt Jean-Luc Mélenchon pour être le prochain candidat à l'élection présidentielle. Ça y est, on commence. Ça part tôt cette année. Donc, on commence les jeux auprès des différents... Question simple, vous nous dites la France Insoumise, la NUPES est prête, donc on y va, allons-y. Oui, mais on n'est pas dans un casting pour l'instant. Je pense que la force de la NUPES, c'est justement l'unité dans la diversité, puisqu'il y a non seulement plusieurs formations politiques qui se sont unies autour d'un même programme, mais dans chaque formation politique, vous allez trouver des profils différents. Alors là, pardon, vous me parlez d'éléments de langage tout à l'heure, mais l'unité dans la diversité, la NUPES... Franchement, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais bon. La vie est toujours un peu plus compliquée, ça c'est vrai. Mais ça, c'est pas des éléments de langage. Il y a une question simple. Je suis sincère. Honnêtement, vous avez bien vu que c'est pas un élément de langage. La NUPES a fait quoi? Elle a réuni en son sein différents mouvements qui, bien que regardant dans la même direction, avaient pris pour habitude de s'opposer, de s'engueuler, de se faire concurrence. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Et depuis que la NUPES est créée, il n'y a pas eu de fissure, même si... Non, il n'y a pas eu de fissure. Il y a eu... Attendez, il ne faut pas tout confondre. Il y a eu des discussions, il y a eu des désaccords. Parti communiste, ça pas à l'Assemblée. C'est sûr que Roussel, je pense, n'a pas tout à fait compris le concept de la NUPES. Mais ça, c'est vrai, mais il n'y a aucun problème pour le dire et pour l'affirmer. C'est une fissure. Donc, oui, mais il ne représente pas tout le Parti communiste. Déjà, Fabien Roussel, c'est clair. Lui, la NUPES, il n'a pas compris. Non, à partir du moment où il veut aller discuter avec Bernard Cazeneuve, je crois c'est très bizarre. Je n'ai pas tout à fait compris la manière dont il avait, lui, envisagé ce concept-là, enfin notre union et notre programme. Sur la question simple. Mais ça, c'est un cas très à part, Fabien Roussel. Pour le reste, honnêtement, vous voyez bien que tout le monde s'entend relativement bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, pardonnez-moi, mais c'est qu'il y a vraiment une volonté que l'union que nous avons construite et qui nous a permis d'être nombreux à l'Assemblée nationale, eh bien qu'elle perdure. Alors justement, qui pour porter Alors il y aura peut-être une parenthèse, même si la France Insoumise essaye de travailler justement. Qui pour porter cette union dans la durée, c'est cette union dont vous parlez, dont vous vantez les mérites. Jean-Luc Mélenchon est le candidat naturel de la NUPES. Ou François Ruffin. Ce qui doit passer. Si vous deviez choisir. Vous êtes taquin. J'étais comme ça, moi, quand j'étais journaliste. Oui, pire même. Pire. Oui. Souvenez-vous. Alors, les réponses. Non. Jean-Luc Mélenchon a bien sûr l'autorité naturelle. C'est lui qui a... D'abord, il a toute l'expérience. Il a, je crois, 3 élections présidentielles. C'est un grand tacticien. Voilà, il est pour beaucoup dans le programme que porte la LFI et dans ce qu'est aujourd'hui la NUPES. Il a beaucoup. Donc moi, je pense qu'il a... Il a fait des dommages collatéraux pour l'affaire Quatennens, quand même, un peu. Je vous parle de ce qu'est la NUPES. Il a souhaité... Il a craqué à un moment à cause de ça. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a souhaité, qui a désiré la NUPES. Donc on lui doit énormément. Et je pense qu'il reste bien évidemment l'autorité naturelle sur notre mouvement. Autorité naturelle ne veut pas forcément dire candidat naturel. Vous faites une distinction ? Oui, dans la mesure où, évidemment, si aujourd'hui on doit voter demain, je vous dirais Jean-Luc Mélenchon. Si on doit voter demain et que qui doit nous emmener, je plaiderai pour que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Mais dans 4 ans, je suis incapable de vous dire ce qui se passera dans 4 ans, ce que souhaitera Jean-Luc Mélenchon, l'état dans lequel le pays sera. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon, il dira, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que je peux quand même relever que vous parlez de l'autorité naturelle, de l'autorité naturelle de Jean-Luc Mélenchon, après avoir critiqué l'autoritarisme, je cite. Mais autorité, autoritariste, vous avez remarqué que c'est pas la même chose. Les gens qui ont vécu dans des régimes autoritaires. Non, mais là, franchement, il y a un petit problème. Il y a un petit problème sémantique, si je puis me permettre. Autorité, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, je reconnais que c'est la même racine. Alors là, si vous parlez tous les deux en même temps, oui, j'essaie de poser la question, mais alors rapidement la question. Est-ce que c'est le plus démocratique pour conduire la NUPES, les filles, qui c'est, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de tout le passif justement autoritaire qu'il peut avoir dans votre mouvement? Non, mais je remarque cette sollicitude pour être sûr qu'on respecte bien tous les critères démocratiques, et ainsi de suite. J'espère que vous posez la même question sur absolument tous les mouvements qui sont dans ce pays, qui composent la vie politique de ce pays. Mais je la comprends pas trop, votre question, en fait. Vous êtes en train de dire qu'il y a un problème. Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez d'ailleurs comment est-ce qu'il a changé lui-même la direction du parti. On ne sait pas très bien comment s'organiser les élections de votre parti. Il y a un parlement, je rappelle, de LFI qui a été élu par personne. C'est le seul parlement au monde qui n'est pas élu. Et donc, je voudrais poser la question. Vous avez dénoncé, je rappelle tout à l'heure, l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Donc, je voudrais voir comment est-ce que vous faites le pararalle entre l'autorité. Moi, je vous parlais de l'autorité naturelle de Jean-Luc Mélenchon. Et je vous ai remarqué, c'est vrai qu'on se parlait un peu l'un sur l'autre,
il y a une différence avec autoritarisme, que vous faisiez une petite erreur sémantique. On a l'autorité, par exemple, sur ses enfants. Si vous deviez choisir demain entre l'un ou l'autre... Non, justement, mais rapidement, parce qu'on a d'autres thèmes à aborder. Pour poser la question différemment, puisque vous ne voulez pas dire... Non, c'est pas je vous ai répondu. Je vous ai dit, si je dois voter demain, je plaiderai pour que Jean-Luc Mélenchon conduise notre liste. Non, mais est-ce que le positionnement de Ruffin, à la fois un petit peu électron libre et puis qui se penche sur les catégories quand même populaires, qui a un positionnement un peu différent, est-ce que ça vous parle par rapport à la NUPES, à ce que vous représentez tous? Parce qu'il est quand même positionné un peu différemment. Là, je ne parle pas du candidat présidentiel, mais est-ce que c'est intéressant comme positionnement? Il est vraiment différent des autres. Si on enlève Fabien Roussel. Il creuse depuis quelques années un sillon, François Ruffin. Tout à fait, vous avez raison. Il parle à ce qu'on appelle les classes populaires. Il essaye aussi de comprendre pourquoi certaines d'entre elles vont plutôt se réfugier dans le vote du RN. Et il veut les ramener à nous. Et je trouve ça très intéressant comme positionnement. Donc, François Ruffin est absolument essentiel à notre mouvement. Mais vraiment, et je vous dis ça sans aucune langue de bois, vraiment très sincèrement. Il y a des sujets sur lesquels François doit, je pense, encore s'élargir, encore mûrir. Oui, non, c'est ça. Évidemment. Moi, par exemple, je suis un écolo. Il n'est pas prêt. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit qu'il était pas prêt. J'ai dit, on est en train de parler, si j'ai bien compris, de potentiels candidats à l'élection présidentielle. Bon, évidemment, François va devoir déployer encore un certain nombre de talents qu'il a d'ailleurs, mais creuser certains sujets si le jour il souhaitera. L'écologie, on fait partie parce que je suis un écologiste. Donc la première chose avec mais on est gens de talent, on en a plein. On a Clémentine Autain, on manque pas. Ce qui est très intéressant, ça vraiment, on ne manque pas de talent. Comment ? Je pensais que vous seriez tenté par plus de renouveau. Je ne suis pas pour, comment dirais-je, aller forcément chercher du nouveau si ça n'est pas nécessaire. Pour moi, ce sont les circonstances en fait qui décident vraiment des personnes, des personnages et des destins. Allez, revenons sur d'autres questions d'actualité et notamment cette affaire dans l'actualité judiciaire, affaire de mineurs qui auraient été percutés alors qu'ils étaient sur un scooter. Ça s'est passé le 13 avril dernier à Paris, dans le 20e arrondissement. Il y avait donc 3 jeunes sur un scooter. L'un d'entre eux ne portait pas de casque et 3 policiers ont donc été soupçonnés d'avoir percuté ce scooter. Ils avaient été placés en garde à vue. Ce que l'on a appris ce soir, c'est l'information de la soirée, c'est que l'un des 3 policiers a donc été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Aucune charge n'a été retenue contre les 2 autres policiers, mais ils ont tous les 3 été suspendus à titre provisoire, parce que ce qu'il faut dire, c'est que aussi la version des faits, de ce qu'ils ont raconté de ce moment, a changé. Alors on ne sait pas, on avait leur avocat tout à l'heure en direct sur BFM TV, si tous les 3 ont changé leur version des faits, mais en l'occurrence le conducteur du véhicule semble lui avoir changé sa version des faits. Que vous inspire cette affaire? C'est une affaire de plus? C'est une affaire de trop? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous entendez ces faits? Et les deux, que vous c'est une affaire de plus et c'est une affaire de trop. On constate quand même qu'il y a de manière récurrente des problèmes dans la manière dont certains policiers et gendarmes se comportent avec la population. Il est évident que... Alors, cette histoire, on a compris, il y avait un refus d'obtempérer, il y avait, je crois aussi, un non-port de casque, donc il y avait des infractions. Il était évident que des infractions comme celles que je viens de décrire ne nécessitent absolument pas, et surtout ne peuvent pas conduire au fait que les contrevenants soient envoyés à l'hôpital ou... pour certains, quasi tués, puisque la jeune femme a été entre la vie et la mort, la conductrice de 17 ans. Aujourd'hui, je crois que... Je précise que son pronostic vital n'est plus engagé ce soir. Donc, et c'est pas un cas isolé, c'est pas une affaire qui survient comme ça, surgit nulle part. On a régulièrement des problèmes aussi de gens qui sont tués au volant de leur voiture parce qu'ils ont, ils ont fait quelque chose qui a paru suspect ou ils ne se sont pas arrêtés exactement quand on leur disait de s'arrêter. Donc oui, c'est un fait. On a des policiers et des gendarmes qui font très bien leur travail. Et donc, je ne tiens absolument pas à avoir ici un discours caricatural, anti-police, c'est pas du tout mon propos. En revanche, il faut reconnaître qu'il y a un souci. Il y a un souci aujourd'hui dans la manière dont nos forces de l'ordre se comportent par moment, et c'est dû sans doute aussi à la manière dont ils sont formés. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, qui parle justement de l'état de la police et de la gendarmerie, et qui a constaté que depuis 2 ans, il n'y a jamais eu autant de policiers et de gendarmes qui quittent leur métier. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de raisons que je vais pas décliner ici sur le plateau. Mais le rapport de la Cour des comptes pointe aussi une dégradation dans la qualité des recrutements, avec des concours aujourd'hui qui sont beaucoup plus faciles à obtenir qu'il y a quelques années. En gros, je crois que c'est 10 fois plus facile pour certains concours, avec également un raccourcissement des formations. Donc je crois qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils viennent
dans l'idée d'un policier, d'un gendarme, d'aller ouvrir sa portière, comme c'était le cas dans cette histoire, d'aller ouvrir sa portière pour faire tomber les conducteurs du scooter, puis ensuite faire un écart avec une voiture, c'est absolument scandaleux. Ce sont des gens dont on se demande comment ils peuvent être aujourd'hui dans la police. Et on ne sait pas en l'occurrence si cela s'est fait de manière volontaire ou accidentelle. On précise que l'enquête ne fait que commencer. Les témoignages sont plutôt allés, si je peux me permettre, vers la version d'un acte volontaire. Plusieurs témoignages sont allés dans ce sens-là, mais voilà, il y a la présomption d'innocence et l'enquête ne fait que commencer. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a très vite demandé leur suspension provisoire. C'est pas systématique, il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Il a fait le job. Pour une fois, oui. Enfin, je dis pour une fois parce que j'ai dans ma tête encore le nombre de cas de manifestants qui ont été maltraités, qui ont été borgnés, pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas la même diligence que lorsqu'il s'agit d'aller enquêter sur les hommes qui sont suspectés de ces actes. Donc, je suis content que dans ce cas précis, en effet, il y a eu une réaction immédiate du ministre de l'Intérieur. Parlons en un mot pour terminer de ce qui va se passer demain, où en l'occurrence 800 membres des forces de l'ordre sont attendus dans le Tarn, mais aussi des centaines de militants, pour certains déjà sur place, pour se mobiliser contre un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, un tracé d'autoroute long de 54 km où une fois ou deux fois de voies en fait devrait permettre de désenclaver le bassin économique de Castres. La manifestation est autorisée. Le préfet a expliqué sur BFM TV tout à l'heure qu'il s'est entretenu avec les organisateurs, qu'il a été convenu, on sent qu'il y a une sorte de deal qui a été mis en place pour que en fait, tout soit fait pour que ça se passe bien, avec une manifestation autorisée, un tracé bien déterminé et des forces de l'ordre qui restent à l'écart, sauf si évidemment ça dégénère. Ça peut se passer calmement ? Bien sûr, il y a beaucoup de manifestations écologistes qui se passent calmement. Alors là encore, il faut être tout à fait franc, sincère, il y a dans un certain nombre de rassemblements, et je sais qu'on craint que ce soit le cas demain, il y a des éléments perturbateurs parfois qui ne sont pas donc des activistes écologistes, il y a des gens qui savent qu'il va y avoir des rassemblements et qui se pointent exprès pour en découdre avec les forces de l'ordre. Bon, voilà, et ça malheureusement... C'est quelque chose que les militants écologistes eux-mêmes déplorent, mais qu'ils ne peuvent pas toujours empêcher. Oui, mais sauf que c'est un scénario qui semble se répéter. À chaque projet, maintenant, c'est l'une des craintes qui entourent ce genre de journée. Est-ce que c'est pas problématique ? Est-ce qu'en fait, les radicaux sont pas en train de prendre le dessus dans ces moments-là ? Non, moi je parle pas de radicaux. Soyons bien précis dans les termes. On peut être un militant radical parfaitement pacifiste. C'est pas des radicaux. Là, on parle de gens. On parle de quoi, là ? Moi, je sais pas. Je suis pas dans les services de police, donc je les ai pas arrêtés. J'ai pas discuté avec eux, mais parce qu'en l'occurrence, la police, elle parle de 200 il y a des gens qui radicaux. Viennent pour simplement, effectivement, perturber, se confronter, voilà. Mais qui n'ont pas forcément des motivations écologistes. C'est ça que je veux signifier. Oui, moi, je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir, comme il y a des manifestants écolos qui se passent très bien. Il y en a eu beaucoup. Après, moi, je suis toujours surpris. On a quand même aujourd'hui des forces de sécurité extrêmement importantes, des forces de renseignement extrêmement importantes qui sont capables d'aller arrêter préventivement des militants écolos chez eux. Pour dire, c'est très dangereux. Enfin, on l'a vu dans un passé très récent. Et j'ai toujours du mal à comprendre comment, tout à coup, il y a 200, 300, 400 000 perturbateurs qui peuvent passer les mailles du filet avec des projectiles, etc. Enfin, bon, voilà. Je suis toujours étonné. Je pense qu'on pourrait avoir les moyens de bloquer les violents. Mais sur le fond du projet. Non, malheureusement. Non. J'aurais pu savoir si c'était pour un référendum, parce que comme vous étiez pour les retraites, est-ce que vous êtes pour un j'imagine référendum que vous êtes contre le projet d'autoroute, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Je suis désolée, il faut qu'on parte en pub. On aura tout le week-end pour en parler de ce qui va se passer. Plutôt oui, si les conditions du référendum... Oui, si les conditions de ce référendum sont bien organisées. Merci, Aymeric Caron, d'avoir été avec nous merci à vous de m'avoir reçu ce soir.